tous pour cette 4e édition de Africa Mining, qui est un événement Europe-Afrique organisé maintenant depuis 4 ans par Convergence et en partenariat avec l'ACP Énergie. L'objectif, c'est vraiment donner un éclairage à ce qui se passe dans le secteur minier en Afrique, mais aussi ce qui se passe entre l'Europe et l'Afrique dans le secteur. Premier objectif. Et deuxième objectif, permettre à tous les participants et intervenants de créer, je dirais, des relations d'affaires, une visibilité, et en ce sens renforcer le réseau que nous avons créé, nous Convergence, avec l'appui d'ACP dans le secteur. Alors, je voudrais tout de suite donner la parole à notre hôte, puisque cette année, nous sommes accueillis par la Chambre franco-arabe, qui est un acteur important du monde arabe et du monde français. Et je vais tout de suite laisser la parole à son président, Monsieur Raoul Delamarre. Raoul, à toi la parole. Bon, merci Jean-Pierre. Écoutez, bienvenue dans cette salle. Effectivement, vous êtes dans les locaux de la Chambre de commerce franco-arabe, dont votre serviteur est le président. Je suis avec le général qui est Dominique Brunin, qui est un homme d'expérience dans cette maison, puisqu'il y est depuis plus de 10 ans. J'ai succédé il y a peu à mon ami Vincent Reyna. J'ai succédé tout à fait normalement, dans la mesure où il avait fait 3 mandats et il devait s'arrêter. Malheureusement, il y a eu un impondérable qui fait qu'aujourd'hui, il est hospitalisé depuis 2 mois, ce qui n'était pas prévu à l'origine. Mais sa succession devait se faire en tout état de cause, puisque le président de la Chambre ne peut pas exercer, selon les statuts, plus de 3 mandats, ce qu'il a fait, puisqu'il était président depuis 2016. Donc, je suis un nouveau président depuis un mois et demi. Donc, cette chambre, qu'est-ce que c'est? C'est une chambre de commerce qui a été créée par Habib Delon, ancien ministre du général de Gaulle, en 1970, qui a pour vocation de regrouper, sur le plan économique, j'entends, les 22 pays de la Ligue arabe et la France, afin de développer les échanges économiques et la coopération entre la France et ces pays arabes. Il y a eu un certain nombre de présidents qui se sont succédés. Habib Delon, je crois, est resté à peu près 20-25 ans. Après, le président suivant a été Hervé de Charette, ancien ministre des Affaires étrangères, pendant, je crois, 9 ans. Et puis Vincent Reyna, et maintenant, c'est votre serviteur. Donc, nous avons pour vocation d'assister ou de conseiller, dans la mesure du possible, les entreprises des pays arabes, sachant que nous couvrons la zone qui part de la Mauritanie et qui va jusqu'en Irak, via les pays du Maghreb, l'Égypte, le Soudan, la Somalie, les Comores, les pays du Golfe, Arabie Saoudite bien entendu, la Jordanie, la Palestine, la Syrie, le Liban, l'Irak. Bon, enfin, il y a 22 pays. Voilà. C'est les pays de la Ligue arabe. Alors, évidemment, dans ces pays, il y en a qui ont un dynamisme plus ou moins grand sur le plan économique. Je dirais les 4-5 pays phares sont le Maroc, de loin, qui est le pays le plus performant sur le plan économique depuis 10 ans, qui a fait une très belle progression économique, grâce d'ailleurs aux efforts du gouvernement marocain et du roi Mohamed VI. Après, vous avez l'Égypte, qui, par sa taille, mais qui est handicapé, je dirais, par sa population, parce qu'ils sont quand même 116 millions d'habitants, ce qui fait beaucoup. Je pense que c'est
un facteur qui freine un peu le développement qu'il devrait y avoir. Il y a l'Arabie Saoudite qui prend un grand essor, enfin qui a des ressources pétrolières qui lui permettent de se développer et qui a une direction depuis quelque temps assez dynamique qui amène ce pays dans la modernité, dans la diversité. Et puis ça va peut-être surprendre certains d'entre vous. En tout cas, c'est un de nos plus grands demandeurs, un des pays qui nous sollicite le plus, c'est l'Irak. C'est l'Irak qui cherche à se reconstruire et qui a trois, disons, nous avons la France par rapport à l'Irak à trois atouts. Le premier, c'est que, bon, ils ont du pétrole, donc ils peuvent payer, comme on dit, très trivialement, une reconstruction éventuelle. Le deuxième paramètre, c'est qu'ils commencent à être un peu saturés de l'amicale pression des États-Unis et qu'ils veulent changer de partenaire. Et le troisième paramètre, c'est qu'ils ont gardé, ce qui est moins avouable, un assez bon souvenir entre Chirac et Saddam Hussein. Bon, tout ça fait qu'aujourd'hui, la Chambre, dont les ressources principales sont la légalisation des actes, c'est-à-dire que nous avons, quand vous êtes arrivé par l'entrée des artistes tout à l'heure, et nous avons un box où on légalise les actes, c'est-à-dire on met un tampon lorsqu'il y a des exportations, des importations des pays arabes vers la France. On prend une taxe qui est de 75 € sur les actes de vente, etc. Donc c'est la majeure partie de notre budget. C'est une sorte d'enregistrement. Voilà, c'est un notaire, quoi. Tout à fait. Ouais. Alors, les Irakiens font pratiquement un tiers de ces enregistrements. Vous voyez. Alors évidemment, les Somaliens ou les Soudanais, pour des raisons politiques que vous imaginez largement, sont les mauvais élèves de la classe et il ne faut pas grand-chose. Mais bon, c'est comme ça, mais on a quand même vocation à s'intéresser à tout le monde. Donc, nous avons également des sponsors, nous avons beaucoup, dans les administrateurs français, nous avons la plupart du temps des grands groupes. De temps en temps, vous avez un nain comme votre serviteur qui était un petit avocat qui se retrouve président, un peu par les hasards de la vie, de l'histoire et de la démocratie, puisque j'ai été élu. Mais la plupart de nos administrateurs sont des grands groupes, c'est Veolia, c'est Transdev, ce sont des boîtes d'une certaine consistance. Donc mes objectifs, ce serait d'ouvrir la porte à des PME. Les PME françaises sont souvent frileuses et souvent elles n'ont pas les moyens financiers, surtout de se lancer dans l'aventure d'exportation et de la coopération dans des pays qui considèrent un peu exotiques. Alors évidemment, le Maroc est plus abordable que le Soudan ou le Yémen, mais c'est vrai que les PME françaises ont souvent du mal à collaborer avec des pays qui leur paraissent lointains, difficiles, et ils n'ont pas toujours les moyens financiers de le faire, surtout. Et les banquiers français ne sont pas connus pour leur courage et leur audace. C'est prudent, banquier, selon vous. Comme vous dites. Voilà. Alors, nous avons de l'autre côté des pays arabes qui ont... les pays arabes, alors, qu'est-ce qu'ils nous vendent, les pays arabes? Ils nous vendent évidemment des matières premières lourdes, je pense évidemment au pétrole, et nous avons dans notre escarcelle des pays comme l'Irak ou la Libye, qui sont des pays où le pétrole est quand même la majeure partie du PIB vient du pétrole. Et puis, ils ont de façon plus secondaire, je dirais, des produits agricoles. Je pense à l'Égypte. Le problème de l'exportation des produits agricoles des pays arabes vers l'Europe, ce sont des contraintes européennes. Et comme la France n'est jamais en retard d'une guerre, ils en rajoutent une couche avec les contraintes des normes françaises. Alors, on a les normes européennes plus les normes françaises. Donc, ça veut dire que les pauvres, ils ont du mal à exporter leurs produits. Ça fait partie des défis auxquels, à notre modeste niveau, on va essayer de répondre.
sachant qu'on on va organiser, donc moi je suis là depuis un mois et demi, je travaille évidemment en pleine coopération avec Dominique Brunin, et nous avons une secrétaire générale qui a été élue par les Arabes, qui est une dame d'origine libanaise qui s'appelle Ryan Kanaan. Nous faisons également chaque année un séminaire France Pays Arabe. Nous en avons fait un en décembre, qui était sur l'eau et l'environnement. Et l'année prochaine, il va être, enfin pas l'année prochaine, cette année d'ailleurs, puisqu'on est déjà en 26, il va être sur l'intelligence artificielle. Donc tout ça va être en décembre. Bon, si vous êtes intéressé. Alors, j'ai fait préparer des dossiers. Je pense que tout le monde en a récupéré un. Vous êtes les bienvenus pour vous inscrire si vous le souhaitez, ou en tout cas vous informer au fur et à mesure. Je pense qu'on aura, grâce avec Jean-Pierre, avec qui on travaille tout à fait en partenariat et en confiance, ça peut servir de relais. Alors vous êtes plutôt, j'ai cru comprendre, bloqué mais orienté vers l'Afrique noire. Et là-dessus, je voudrais dire un mot. J'ai en tête, alors probablement pas en 26, ça sera plutôt en 27 ou en 28, faire à un moment donné décentraliser des séminaires 2-3 fois par an dans des pays de notre zone. Et il y a un pays qui peut servir de point de rencontre entre votre zone, pays d'Afrique noire, et notre zone. J'avais pensé à la Mauritanie, et j'avais pensé plus précisément à Nouakchott. On a à Paris un ambassadeur de Mauritanie de qualité, avec qui j'ai des relations cordiales. Ce n'est pas un copain, hein, c'est un monsieur qui est ancien prof de droit, qui est donc ambassadeur de Mauritanie en France. Il est un homme bien, et on avait envisagé de faire à un moment donné peut-être un séminaire à Nouakchott de 2-3 jours où on ferait venir à la fois des pays arabes, notamment du Maghreb, qui sont évidemment la zone la plus proche, et puis pourquoi pas des pays d'Afrique noire. Et là, je pense que Jean-Pierre pourra contribuer à nous envoyer des entreprises sénégalaises, guinéennes, je ne sais. Enfin, ça, Raoul, on en parlera. On en parlera. Pour faire le lien avec je me permets d'en parler puisque ces messieurs sont plutôt orientés vers cette zone. C'est certainement prématuré, mais tout ça, j'essaierai de mettre tout ça en place avec Dominique dans les 2 ans qui viennent. Mais le Maroc est quand même aussi un pays important. Est-ce que le Maroc est un pays important, des produits agricoles. Tout à fait. Et le Maroc, je pense faire là aussi, organiser un séminaire dans ces 4 pays que je vous parlais, Maroc, Égypte, Arabie Saoudite et Irak. Et au Maroc, plus précisément, j'en ai dit un mot à l'ambassadrice, Samira Sital, qui est une femme de bonne qualité aussi. Et on pensait faire ça à Dakhla. Pourquoi Dakhla? À la fois parce qu'il y a un besoin de construction, de contact dans un certain nombre de domaines, et en plus, c'est un signe politique fort par rapport au Maroc, puisque le roi essaye les Marocains essayent de développer cette région. Il ne vous a pas échappé que j'ai occulté l'Algérie, pas du tout qui serait un pays évidemment tout à fait intéressant. Alors j'essaye par la bande d'essayer de renouer, mais je vais vous dire que les grands absents de cette chambre, par leur faute, pas du tout par la nôtre, hein, on n'a absolument pas du tout d'a priori négatif. Enfin, vous connaissez les relations entre la France et l'Algérie, et ils sont très absents de cette, même s'ils font partie de la zone, ils sont très absents dans cette chambre, et alors qu'ils auraient effectivement un potentiel. Raoul, un lien avec le secteur minier pour reboucler sur notre. Vas-y. J'en ai terminé là parce que je suis trop bavard, et tu as raison de me faire signe d'arrêter. Je vous remercie en tout cas d'être présent ici. Et puis, on est ravis de vous avoir dans cette maison qui vous serez toujours les bienvenus, à commencer par Jean-Pierre, bien sûr. Et je lui redonne la parole. À moins que Dominique veuille peut-être ajouter un mot. Juste 2 mots très rapidement. On va d'abord rajouter à ce que vient de dire Raoul, le fait qu'on est ravis de vous avoir, d'autant plus que c'est l'occasion de retrouver
des amis, des complices avec lesquels je suis en relation depuis très très longtemps et avec lesquels on a des projets, puisque avec Étienne et le CIAN, nous allons essayer d'organiser avant la fin du semestre une réunion France-Afrique, pays arabes, puisque on l'a bien vu, la stratégie d'un certain nombre de pays arabes, je pense à l'Arabie Saoudite, je pense aux Émirats Arabes Unis, sur l'Afrique subsaharienne, n'a de cesse de se développer et de s'intensifier. Le président Tshisekedi était à Abu Dhabi ces jours-ci. Il vient de signer un énorme accord d'investissement avec les Émirats Arabes Unis dans la perspective de création d'un port en eau profonde, d'investissement de plusieurs dizaines de milliards. L'Arabie Saoudite est également très attentive à ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Mais le gros aujourd'hui, ce sont essentiellement les Émirats Arabes Unis qui, notamment dans le secteur minier, se sont essayés, je dis essayés, parce que ça ne marche pas toujours, pour des raisons à la fois de politique locale, d'absence de connaissance du terrain, de montage financier parfois un peu hasardeux, mais il y a une stratégie dans le domaine minier, notamment des Émirats Arabes Unis, qui, à l'égard de la Guinée, a cherché à se positionner et à développer des activités extrêmement importantes. On a d'ailleurs accueilli ici un certain nombre de sociétés émiraties qui ont développé des activités minières en Guinée et qui ont fini par s'en faire chasser d'ailleurs. Donc c'est un vrai sujet. La stratégie des pays arabes sur les pays d'Afrique subsaharienne, c'est, comme je le disais, les mines, les infrastructures et l'acquisition de terres agricoles. Tout cela dans la perspective de ces pays qui a été clairement ressentie avec la crise de la Covid, de garantir leur différentes souverainetés dans ces domaines qui sont des domaines critiques. Notre sommet de l'année dernière, Raoul l'a évoqué, traitait de la question de l'eau. Le réchauffement climatique dans les pays arabes va 2,5 fois plus rapidement que les tendances du réchauffement climatique actuel. Et donc, la disponibilité de terres arables, notamment en Afrique subsaharienne, pour permettre des cultures et de la réimportation ou de la réexportation d'Afrique subsaharienne sur les pays, notamment les pays du Golfe, doit permettre cette autosuffisance. Et en termes de recherche et de développement minier, les stratégies économiques des pays arabes de diversification et d'industrialisation peuvent aussi s'appuyer sur ces pays. Voilà, je souhaiterais juste d'excellentes réunions aujourd'hui et demain. Mon bureau est juste au fond du couloir que vous avez en face de vous, donc s'il y avait quoi que ce soit, je vous amène un deuxième thermos de café, vous avez de l'eau, du jus d'orange, n'hésitez pas à nous solliciter. Désolé pour ceux qui sont en ligne de ne pas pouvoir profiter du café, mais on pense à vous en le mort. Ah oui, c'est sûr. Merci beaucoup Dominique pour cet éclairage là sur le secteur des mines et merci beaucoup au président de l'AMAR de son mot d'introduction. Alors, moi j'avais prévu un très long discours, mais finalement je ne vais pas le faire. Non, j'avais juste pour reboucler et pour compléter ce que vient de dire Dominique qui parlait du secteur minier. J'ai 3 chiffres et pour nous remettre dans le bain quand même, puisque c'est un événement que nous faisons pour véritablement mettre un focus sur le secteur minier. 3 chiffres et une date. Premier chiffre, il y en a 2 en fait, entre 4 tonnes par personne et par an et 40 tonnes par personne et par an. Ça, c'est le minerai consommé chaque année. Par qui? Dans les pays, par terre, sur la Terre. Ah d'accord, Premier chiffre. Donc 4 tonnes par personne et par an, c'est l'Inde.
et 40 tonnes par personne et par an, c'est les Européens ou les Américains. Vous voyez, donc, là, en moyenne, on parle d'un chiffre de 20 tonnes, de 20 tonnes par personne par an. Ensuite, deuxième chiffre, 100 milliards de tonnes d'ici 2050, c'est la quantité qui va être extraite. Et donc ça comprend les minerais, la biomasse, le fossile. C'est tous les intrants. C'est 100 milliards. Oui. C'est pas les minerais, hein, mais c'est 100 milliards de tonnes qui est extrait. D'ici 2000. Pour extraire 1000 tonnes de cuivre, il faut 2 tours Eiffel. Pour avoir 1000 tonnes de cuivre, il faut 2 tours Eiffel. Plus une quantité d'eau considérable. Alors, donc ça, évidemment. Troisième chiffre, c'est le chiffre d'affaires des 40 premières compagnies minières mondiales en 2025. Quasiment 1 milliard de dollars. 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars. Il y a une dernière Sur quelle période? Voilà, donc en 2025. 2025. Et encore, ça avait baissé un peu par rapport à 2024. Et puis, donc ça, c'est les 3 chiffres. Et la date, c'est 1953. Et c'est quoi c'est la première fois que les principes RSE sont formalisés et explicités par un Américain qui s'appelle Howard Bowen. Et c'est le début, en fait, des principes RSE. Et c'est, pourquoi j'en parle? Parce que c'est l'angle que nous avons donné cette année à Africa Mining. Et donc voilà, 4 à 40 tonnes par personne par an, 100 millions de tonnes extraits, 1000 milliards de dollars et 1953 RSE. Si vous retenez. 100 milliards de tonnes d'ici, quelle date? 1000 milliards de dollars en 2025. Non. 100 milliards de tonnes jusqu'à 2050. Jusqu'à 2050. Merci. Alors, après, l'objectif, c'est de rentrer dans le vif du sujet. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je trouve bien, parce que c'est un événement Africa Mining, et donc où c'est important de comprendre aussi ce qui se passe en Afrique. Et c'est pour ça que j'ai sollicité, encore une fois cette année, une personnalité du patronat franco-africain, en tout cas, et franco-européen, Étienne Giros, président du CIAN, qui va amicalement, et je le remercie encore une fois, Étienne, pour ta présence, de nous faire un topo sur ce qui s'est passé en Afrique en 2025 et, compte tenu de la nouvelle situation géopolitique, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette nouvelle situation géopolitique en Afrique? Quel est son impact? Comment font face les pays africains face à cette nouvelle situation géopolitique? Étienne, à toi la parole. Merci beaucoup Jean-Pierre. Je ne sais pas si l'écran on me voit, non? Si, voilà. c'est peut-être. Si vous reculez un peu, voilà. Je vais essayer de regarder l'écran quand même, un peu, de temps en temps. On te voit, on te voit. Merci pour cette organisation qui devient traditionnelle maintenant, cher Jean-Pierre. Et merci à nos amis de la Chambre de commerce franco-arabe de nous accueillir. Le président parlait tout à l'heure de l'événement Franco-Arabe Summit où je participe régulièrement. Donc je pense qu'on est assez proche et comme l'a dit Dominique, on va essayer de faire quelque chose ensemble durant l'année 2026. Alors, je ne prétends pas aller au fond des choses, bien qu'on soit dans un secteur minier, on pourrait creuser les problèmes, mais ce que je voudrais faire dans le petit quart d'heure que je vais prendre, comme tu m'as demandé, c'est de vous dresser ma vision de l'environnement économique et politique et stratégique de l'Afrique actuellement. Mon objet n'est pas de remplacer les universitaires, Sciences Po, etc. Ce n'est pas ni le lieu, ni ma spécialité de faire ça. Mais néanmoins, je suis frappé par le fait que les entreprises ne peuvent pas investir et se lancer dans des opérations quelquefois de long terme, et les mines, c'est du long terme, sans tenir compte de l'environnement général et du contexte.
Et donc, si on ne comprend pas, on ne perd pas son temps à parler du contexte. Et si on ne le comprend pas, surtout, je répète, dans les investissements de long terme, on n'y va pas. Et donc, il faut bien comprendre le contexte. Donc, vous m'autoriserez à dire quelques mots là-dessus et ensuite à décliner ce que je pense être des conditions pour réussir, ou en tout cas pour commencer à poser un pied dans le domaine minier pour les investisseurs. Alors, le contexte actuel de l'Afrique, je ne vais pas me limiter, pardon Jean-Pierre, à l'année 2025. Je vais être obligé d'élargir un tout petit peu pour vous dire qu'il y a eu 3 ou 4 mouvements, il y a en ce moment, et nous vivons en ce moment, 3 ou 4 mouvements de fond dans l'évolution de l'Afrique. Et il faut les connaître parce qu'ils impliquent les entreprises, en réalité, sans même qu'elles le sachent très bien. Le premier mouvement de fond, et ça je vais passer très vite, c'est que l'Afrique change. L'Afrique change par rapport à il y a 10 ou 20 ans. Jeunesse, digitalisation, ouverture aux frontières, je passe les détails, mais quand même, on ne peut pas ne pas avoir en tête que quand on investit en Afrique, on investit dans un continent où 60% de la population a moins de 25 ans. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça me fait, moi, l'investisseur? Si, ça change tout dans la manière d'appréhender l'investissement et les contacts avec les autorités locales. Deuxième grand changement, c'est, et ça joue très fort dans le secteur minier notamment, mais pas que, c'est que le multilatéralisme économique a remplacé l'unilatéralisme. Pour faire court, si on dresse une espèce de dynamique depuis 30 ou 40 ans, on est passé d'une relation assez bilatérale entre quasi tous les pays africains et leurs anciennes colonies, puissances colonisatrices, pardon, France, Angleterre, quelquefois Italie ou Allemagne, mais enfin en gros France-Angleterre, pour simplifier, à une relation typiquement multilatérale maintenant, ça date des années 90, et ça change en ce sens que maintenant, il y a beaucoup d'interlocuteurs autour de la table. Et il y a les Chinois, il y a les Indiens, il y a les Turcs, il y a les Émirats. Ça n'existait pas il y a 30 ans. Et donc, c'est des compétiteurs nouveaux qui arrivent, avec une manière de se comporter, une volonté et des moyens financiers qui sont différents des nôtres. Et donc, croire que parce qu'on est l'ancienne puissance colonisatrice, même en sous-main, et qu'on peut bénéficier d'un avantage est une erreur. Donc, ça veut dire que nous sommes complètement dans un monde total de concurrence. Troisième observation sur l'évolution à long terme, c'est que l'ordre mondial a profondément changé, ça tout le monde le sait, donc je ne vais pas le ridiculiser et en parler. En revanche, ça a des conséquences fondamentales sur l'Afrique que tout le monde ne voit pas. Pour la faire courte, je dirais que la relation de l'Afrique en général, on peut presque dire ça de presque tous les pays, presque les 54, avec l'Occident a changé. La relation était pro-occidentale jusqu'à présent, depuis la chute du mur de Berlin, et maintenant il y a un désir d'autonomie tel que le continent africain commence à dire à l'Occident plusieurs choses. D'abord, votre modèle social, sociétal, de mœurs, etc., nous, il ne nous convient pas toujours. Ou, quelquefois, il ne nous convient pas du tout. Votre modèle sociétal. Deuxièmement, votre modèle politique, qui est la démocratie, il y en a d'autres. Il n'y a pas que le modèle démocratique. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle 54 nuances d'Afrique, où j'ai un chapitre là-dessus où j'écris que la démocratie n'est peut-être pas la condition sine qua non pour le développement, ce qui a été cru il y a encore 10 ans. Et ceci est mis en cause. Troisièmement, le modèle économique est aussi mis en cause. Le poids du FMI, de la Banque mondiale, de la régulation, est de plus en plus critiqué par les pays africains. Tout ça, ça fait un contexte qui donne lieu aux BRICS, puis à l'élargissement des BRICS à 9 pays, et maintenant au Sud global. Et il ne vous a pas échappé que ce Sud global, au fond, veut dire l'Afrique veut non pas se désolidariser de l'Occident, mais prendre son autonomie vis-à-vis de l'Occident. Ça, c'est le but ultime assez noble.
Dans la réalité, évidemment, il y a de la manipulation, puisqu'il y a deux grandes puissances qui essaient de tirer profit de cette évolution pour remplacer l'Occident, qui sont la Chine et la Russie. Je vous invite toujours, si vous ne l'avez pas fait, à regarder les sommets Chine-Afrique ou Russie-Afrique. Juste vous regardez quelques images pendant 2 minutes, c'est édifiant. Et vous comparez avec le sommet Afrique-France de Montpellier. Vous verrez la différence. Il y a 50 chefs d'État, il y a des ordres partout, il y a des promesses qui sont faites, il y a de l'argent qui arrive. Donc, je ne porte pas de jugement là-dessus. Je ne dis pas c'est bien ou c'est mal. Je dis simplement c'est différent. Et donc, si on ne connaît pas tous ces changements, eh bien, je pense que les entreprises vont être surprises. Donc, pour basculer du côté des entreprises, moi, je suis intimement persuadé que le travail d'une entreprise, et notamment un investisseur long terme que sont les miniers, doit connaître ce contexte et en tenir compte. Il est facile, sur les 4 points que je viens de citer, de voir que les entreprises sont au premier chef touchées par ça. Le rejet de l'Occident chez certains, l'attirance vers d'autres puissances, la mise en cause de modèles économiques ou démocratiques, eh bien, il faut en tenir compte dans les négociations, dans la stratégie des entreprises. Si vous faites comme si on était en 1990, vous allez échouer. Alors, pour faire le lien avec les entreprises maintenant, je voudrais quand même donner un signal, puisque nous sommes dans un mining, comment s'appelle Africa Mining, je voudrais faire un lien avec les entreprises pour souligner 2 bonnes nouvelles, quand même que vous savez, mais simplement, il faut toujours se les répéter parce que ça va définir la stratégie des entreprises après. La première bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus besoin de matières premières et de métaux, qu'ils soient critiques, stratégiques ou les deux rares. Bon, on connaît tous cette définition, mais il y en a de plus en plus besoin, et je ne vais pas vous faire l'injure de vous rappeler où ça va, tout ça, mais enfin, les automobiles, la transition énergétique, les téléphones portables, l'informatique, l'IA, etc., etc. Donc, notre modèle occidental ne peut plus se passer de ça. Beaucoup plus, ou beaucoup moins, selon le sens qu'on prend, qu'il y a 30 ans ou 40 ans. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ceux qui sont dans les mines se disent, là, on est là. C'est stratégique, il y a un besoin. On est quand même dans un secteur qui est absolument incontournable et pour longtemps. Pour toujours. Peut-être pour toujours. On sait, enfin, ça change jamais. C'est le Pour longtemps. Bon, en tout cas, au-delà de ma vie. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que les États africains et les pays africains ont un besoin absolument vital de ces matières premières et de ces ressources minières pour se développer. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe au Niger, où malgré le putsch, malgré, je vais rester poli, malgré les insuffisances du gouvernement actuel, le taux de croissance est là, et paradoxalement, ce pays ne s'appauvrit pas, au niveau global. Il ne s'appauvrit pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé du pétrole il y a 3 ans. Regardez les espoirs que porte le Sénégal maintenant, avec le champ de Grande Tortue et le deuxième champ dont j'oublie dans la seconde. Il y a aussi un pays dont on ne parle pas beaucoup, mais je vous le signale, c'est la Namibie, qui a découvert 2 énormes champs pétrolifères offshore, dont le premier est opéré par Total, qui va quand même investir 15 milliards de dollars dans les années qui viennent, à court terme, la décision est à prendre au premier semestre 2026. Donc, ces pays-là ne peuvent pas laisser la manne, cette manne-là, des mines et des matières premières, de côté, alors qu'ils ont à faire face à 2 problèmes critiques. Un chef d'État, un président africain à faire face à cela. Le premier, c'est la lutte contre la pauvreté. J'ai fait un long voyage au Sénégal il y a 1 mois, que je connais par cœur, je suis allé plus de 100 fois. Mais franchement, j'ai été frappé par l'immensité de la tâche de la lutte contre la pauvreté. La pauvreté est partout. Et donc c'est un objectif numéro 1, peut-être avec des défauts dans sa réalisation, mais numéro 1 des gouvernements. Et pour l'atteindre, il y a le secteur minier. Donc on est dans ce contexte-là. Et le deuxième défi, qui saute aux yeux aussi quand on connaît bien l'Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne, mais aussi le Maghreb,
ce sont les inégalités, qui sont une bombe à retardement. Car ce qui va bien en ce moment en Afrique, et il y a des choses qui vont bien, c'est vrai, mais c'est illégal. Donc on parle de taux de croissance, on parle de digitalisation, de classe moyenne, etc., etc. Mais vous avez quand même toujours 80 à 85% des gens qui sont employés dans le secteur informel. Ça veut dire pas de couverture sociale et pas de retraite. Il y a à peu près 40% d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité. Et il y a de la pauvreté. Bon, donc ça, c'est des inégalités. 50. Pour l'instant, ça tient. Mais c'est absolument à résoudre. Autrement, moi, je pense que c'est une bombe à retardement qui peut se passer pas partout, dans un pays, dans un deuxième pays. Ces émeutes contre la vie chère, cette Z-gène qui sort, ces jeunes, c'est déjà les prémices. Il y a eu 5 pays touchés par les gènes Z-gène, pardon. C'est pas une bonne idée d'appeler ça Z-gène, c'est très dur à dire. Il faut trouver un autre nom. Qui ont été touchés depuis 6 mois. Ça, c'est les prémices. Alors, on met des rustines, on met du sparadrap, mais c'est à suivre. Et donc, on peut résoudre ces problèmes-là. Et assez rapidement, à l'aune de 10 ans. C'est pas une génération, c'est jouable. Et donc, je reboucle sur mon propos pour dire, donc, les matières premières et les mines, c'est un secteur dont les pays africains ont absolument besoin. Il y en a d'autres, on pourrait dire, mais ils peuvent laisser, etc. Est-ce qu'il faut se lancer dans la grande distribution à l'occidentale, par exemple? Est-ce que Carrefour doit ouvrir 100 supermarchés? Je pense que oui, mais on peut aussi dire c'est pas essentiel pour le pays. Ils ont d'autres manières de faire. Là, c'est pas la peine de dire. Limite, c'est essentiel. Et du coup, ça amène à la situation actuelle de l'Afrique. Vous connaissez quand même. Il y a des signes positifs. Et il y a des interrogations long terme que je viens de citer. Mais les signes positifs, c'est quand même le taux de croissance qui reste aux alentours de 4,5%. On paierait cher pour avoir la même chose chez nous. Et ça, c'est une réalité. Et c'est assez stable. Ça ne baisse pas. Et vous avez peut-être lu qu'il y a un article, je ne sais plus, c'était dans la presse anglo-saxonne ou française, je ne sais pas, la semaine dernière, où il y a une étude faite par une université américaine ou par la Banque mondiale, je ne sais pas, qui annonce que probablement en 2026, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, le taux de croissance africain dépassera le taux de croissance asiatique de 1 point. L'Asie devrait perdre 0,1 point et l'Afrique devrait prendre 0,1 point. Comme ils sont à peu près au même niveau, l'Afrique serait au-dessus. Voilà. Donc, ça, c'est un contexte dont il faut évidemment tenir compte. La deuxième chose, c'est que ces pays progressent en infrastructure, trop lentement dans l'infrastructure et en jeunesse, en high-tech, en formation, etc., etc. Le niveau monte. Simplement, j'atténue toujours cela en mettant 2 défis sur la table. Le premier, c'est celui des inégalités, je l'ai dit. Le deuxième, celui de la gouvernance. Ouais. Bon, donc ça, s'il n'y a pas de bonne gouvernance, quand on me demande quelles sont les conditions, on prétend ça, quelles sont les conditions de la réussite de l'Afrique, je réponds toujours, il y en a 3, la gouvernance, les infrastructures et la formation. Tout le reste viendra tout seul. Si ces 3 sujets-là sont bien appréhendés, le reste viendra tout seul. Donc, ce n'est pas la santé, ce n'est pas l'agriculture. Ah, ça viendra si les 3 premiers. Et s'il n'y en a qu'un parmi les 3, c'est évidemment la gouvernance. Alors, maintenant, c'est dans ce contexte que les entreprises doivent y aller. Et moi, je trouve, dans le secteur minier, puisque je m'adresse à un public qui est dans ce secteur-là, j'observe quelque chose qui m'attriste. C'est que les entreprises de l'Occident, moi je suis français, je représente les entreprises françaises, mais aussi les entreprises européennes, nous perdons pied dans le secteur minier. Par rapport à quelques compagnies occidentales, Canadiens, Africains du Sud, des Américains, des Latino-Américains, mais surtout par rapport aux Chinois, aux Russes ou à d'autres opérateurs qui sont les nouveaux entrants. Alors il ne s'agit pas de faire franche à brole, mais quand même, c'est agaçant de voir que nos positions sont grignotées en permanence. Et je vous dirai pour la conclusion comment, à mon avis, dans quel cas de figure on peut résister à ça. En attendant, pour réussir là-dedans, si on en a la volonté, et si on a la vision stratégique, et si les entreprises ont la vision stratégique d'y aller,
je pense qu'il faut travailler 3 manières de faire et manières de procéder. La première, c'est d'accepter que le cadre juridique, pardon, pas d'accepter, de travailler le cadre juridique. Bon, c'est absolument clé, c'est le cas pour toutes les implantations d'entreprises. Mais dans les mines, compte tenu de la lourdeur des investissements, de la longueur de l'investissement et de la relation avec les États, puisque c'est en général des matériaux qui appartiennent à l'État, le sujet juridique est absolument essentiel. Il y a 3 ou 4 formules juridiques. Vous êtes, je crois, si bien compris, avocat. Donc il y a 3 ou 4 formules juridiques. Dans les TPP, il y en a plusieurs, mais il y en a d'autres. Donc je ne vais pas ici développer ça. Mais il ne faut pas y aller, pardonnez-moi, la fleur au fusil en disant seulement la politique va réussir. Deuxièmement, deuxième conseil ou ligne d'action que je vois, c'est de travailler les partenariats. C'est absolument impossible, comme ce fut le cas il y a 30 ou 40 ans, d'aller dans ces domaines-là sans trouver des partenaires locaux. Ça se paye. Si on ne le fait pas, et si on réussit un coup sans partenaire local, à mon avis, ça se paye à moyen terme. C'est une erreur stratégique. Il faut trouver un partenaire local qui va faire la liaison avec les forces locales, qui va bien connaître le marché, les habitudes, etc. Et notamment qui va permettre peut-être de créer du local content et de la richesse locale. Le troisième sujet, évidemment, c'est le financement. Mais ça, je dirais, c'est à la fois compliqué, quelquefois soi-disant insurmontable, et moi je dis que non. Ce n'est pas la barrière numéro 1. Si le projet est bon, si le contrat juridique est solide et que les opérateurs sont solides, l'argent, vous allez le trouver. Par exemple, s'il y en a autour de la table qui ont des projets miniers, moi et qui sont solides dans ces conditions-là, je vous conseille d'aller à Bruxelles et d'aller commencer à taper à la porte du Global Gateway. C'est compliqué, sachez que vous mettez le doigt dans un tunnel lourd, compliqué, bureaucratique, lent, mais il y a de l'argent disponible. Et les banques, dans le monde, il y a des liquidités qui sont prêtes à être placées dans ce secteur-là. Donc, occupez-vous du financement, mais ne soyez pas désespérés par ça. Et enfin, la 4e condition, me semble-t-il, à laquelle il faut faire attention et à veiller, c'est l'ESG ou la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Ça, le sujet de cette conformité, de cette compliance, est absolument clé dans le domaine des mines et ne le sous-estimez pas. Ne vous dites pas, j'ai réglé mon problème avec l'État, j'ai un bon business plan, j'ai trouvé mon financement, ça va rouler. Si vous ne traitez pas ce problème de l'inclusion économique des populations locales, de vous comporter correctement au niveau du genre, de la gestion, de la citoyenneté de votre entreprise, etc., là aussi, vous allez être rattrapé par la patrouille. Et c'est quelque chose qui va être vu comme quelque chose d'ennuyeux parce que bureaucratique, coûteux, ralentissant, mais c'est quand même un avantage par rapport aux nouveaux entrants. Et si vous êtes entreprise minière ou de matières premières en Europe, dites-vous que si vous jouez le jeu de la RSE sans protester outre mesure, vous allez avoir un avantage, notamment auprès des bailleurs de fonds et des financeurs, vis-à-vis des Russes, des Indiens ou des Chinois, et sans doute aussi des Émirats. Donc, il faut toujours regarder la bouteille à moitié pleine et à moitié vide. Je ne dis pas pour autant que tout est meilleur et que c'est la rivière enchantée, la RSE, parce qu'elle en elle-même, c'est tard, qui sont que c'est extraordinairement bureaucratique et ça fait perdre du temps. Mais heureusement, dans le secteur minier, on a un peu de temps. Alors, pour conclure, je conclurai juste par, en tant que président du CIAN, par un appel à une certaine vision, une certaine stratégie de la part des entreprises. Ne nous laissons pas dominer par ces nouveaux entrants, parce que là, on parle des mines aujourd'hui, mais il y a d'autres secteurs. Et ce que je dis, je pourrais le dire dans d'autres secteurs. Pas tous. Il y en a, on conserve des positions très fortes. Vous savez que les positions économiques de la France en Afrique restent et demeurent très fortes.
il faut regarder la presse pour croire que la France est fichue à la porte de l'Afrique et qu'elle perd pied. C'est faux au niveau économique. La presse, comme d'habitude, ne va pas très loin, mais la vérité, c'est que la spécificité des entreprises européennes et surtout françaises, c'est de s'installer en Afrique avec des filiales. Donc ça ne se voit pas dans les statistiques douanières. Si vous regardez les statistiques douanières, on perd plus ou moins pied, mais pas du tout sur place. Il y a près de 5000 entreprises, y compris Maghreb, françaises ou filiales, qui opèrent en Afrique pour un chiffre d'affaires de pas loin de 100 milliards d'euros. Ça n'est pas rien, c'est plus que ce qu'on fait avec les États-Unis. Donc, on a un savoir-faire, une expérience et des collègues qui sont importants. Donc, si on veut continuer à faire ça, et y compris dans les mines où justement c'est le long terme, si on veut continuer à faire ça, il faut simplement privilégier le long terme au court terme. Moi, je suis frappé, ça fait 10 ans que je suis au CIAL, mais ça fait 40 ans que je circule en Afrique, par le fait que, insidieusement, dans les entreprises, et je le regrette fortement, le court terme l'emporte sur le long terme dorénavant. Et le court terme, pardonnez-moi, mais ça a un nom, ce n'est pas juste un concept. C'est le cours de bourse, c'est la vision des analystes financiers, et c'est le bonus de fin d'année. Voilà ce que c'est que le court terme. Si vous privilégiez ça par rapport au long terme, et donc aux mines, par exemple, évidemment, vous n'y allez pas. Ne pas aller dans les mines, vous allez avantager ces trois choses. Première chose. Deuxième chose, j'ai fini après, ça va être très court. Et deuxième chose, après avoir privilégié le long terme au court terme, ayez cette vision. Toutes les entreprises françaises en Afrique gagnent de l'argent, parce qu'elles sont sur le long terme, celles qui le sont. Et si vous avez cette vision, ne négligez pas une autre chose, c'est qu'il faut être agile et rapide. Les mines, c'est long. J'ai expliqué tout à l'heure que négocier un contrat sur les mines, ça prend longtemps. Mais il faut quand même agir rapidement et être force d'initiative. Pour terminer, exemple qui me frappe, la mine de Simandou en Guinée. Ça fait 40 ans qu'on en parle. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un, moi je ne sais pas le faire, que quelqu'un me dise pourquoi, par quel cours de passe-passe, cette chose-là qui devait être faite, a mis 40 ans à naître. Voilà. Donc, vitesse et découverte par les Français, par le BRGM. Par ailleurs, donc là, si on avait peut-être été à la fois sur le long terme et plus rapide, on l'aurait, peut-être. Voilà. Donc, c'est un message à la fois de confiance, mais réaliste. J'espère que je ne suis pas resté, je ne suis pas trop éloigné du sujet. Mais je pense que je ne vois pas un investisseur minier ne pas avoir tout ça en tête. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Étienne, pour cet éclairage. Je pense qu'on a des questions. On aimerait bien, peut-être. Moi, j'ai une question qui me vient et qui me brûle un peu depuis tout à l'heure. Tu nous as dit voilà ce que les entreprises devraient faire, voilà ce qu'elles devraient, type de vision, type de principe, de méthode et d'approche qu'elles devraient avoir, notamment dans le secteur minier. Qu'est-ce que tu voudrais dire au milieu économique africain pour bien collaborer justement avec l'Europe aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Si tu devais leur dire quelque chose. Quelquefois, par crainte, par manque d'agressivité, les entreprises françaises ou européennes n'y vont pas. Elles ne regardent pas. Vous savez que l'Afrique, pour la France, ça représente moins de 2% de son activité. Et l'Afrique est toujours vue, et reste toujours vue, à tort, comme un lieu dangereux et risqué. Donc, l'appréhension du risque, qui n'est pas élevée aujourd'hui, qui est élevée plutôt l'appréhension, c'est le rejet du risque qui est élevé, par rapport à la taille du marché, n'est pas en faveur de ces investissements. Donc, ce que j'ai envie de dire aux entreprises africaines et aux hommes d'affaires africains, c'est si vous avez une idée dans le domaine minier sérieuse, venez voir les boîtes françaises, ou venez voir le CIAN, ou venez voir les CCE, ou le MEDEF, pour qu'on trouve des partenaires français qui vont être convaincus et qui vont vous accompagner. Ou vous allez les accompagner, peu importe, puisque j'ai plaidé pour le partenariat. Ben maintenant, je plaide pour l'initiative. L'initiative, elle peut venir d'Afrique, parce qu'elle n'est pas du tout obligée de venir des boîtes minières. Vous savez des choses que nous, peut-être, on ne sait pas. Alors, tout ce que je viens de dire, c'est du beau discours, parce que c'est toujours corrigé par mon histoire de Simandou, qui a mis 40 ans. Pourquoi, je ne sais pas.
Une dernière question pour Étienne. Moi j'aurais en fait deux petites questions. La première, en ce qui concerne l'aspect général, c'est vrai que les mines, c'est une sacrée opportunité. Est-ce que ça n'est pas aussi un danger du fait que ça réveille des convoitises, comme on le voit actuellement entre le Rwanda et la RDC, par exemple, mais ce n'est pas seulement le seul endroit. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect concernant les entreprises, est-ce qu'il ne faut pas raisonner en termes de chaîne de valeur quand on parle de miniers? Parce que finalement, le problème, ce n'est pas seulement l'extraction, mais il y a toute la chaîne de la transformation, de la logistique et du consulting, notamment en termes de RSE, pour essayer de s'assurer que ça se passe de manière, j'allais dire, harmonieuse. Oui. D'abord, effectivement, la question, la première question, c'était le local. C'était le contexte, le minier étant un danger. Non, mais les mines qui accélèrent les convoitises, il n'y a qu'à regarder M. Donald, qui bave devant, d'ailleurs pour ses propres intérêts aussi. Comme par hasard, il nous annonce avoir obtenu la paix à l'est de la RDC, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, je vous rassure. Hein. Je ne sais pas si je dois vous rassurer, vous attriste plutôt, mais ce n'est pas le cas. Mais moyennant des contrats à 50 ans pour ces miniers, etc. Donc bien sûr, c'est convoitises. Mais on a confiance en nous. Je ne vois pas pourquoi, parce qu'il y a d'autres concurrents qui sont mus par la convoitise. Ben, on est battu pour autant. On a le droit, ayons aussi de la convoitise. Regardez l'aluminium, la bauxite et tout, c'est quand même fou, depuis 50 ans. Regardez la chute des entreprises françaises. C'était totalement, d'ailleurs, je crois qu'on était complètement leader dans l'aluminium il y a un siècle en France. Complètement, on l'a inventé même. Bon. Et maintenant, on a perdu pied complètement. Mais c'est bien tout ce que je viens de raconter. C'est quand même. Alors, il y a une autre raison aussi qui nous ralentit, et ça m'amène sur la deuxième question. Donc, je pense en tout cas qu'on peut, malgré les convoitises, y aller au contraire. La deuxième question, c'est le local content et création de valeur locale. Bon. J'en profite pour faire une petite remarque pour dire quand même que bien souvent, la baisse de la présence française dans certains domaines en Afrique, elle est due au fait de la désindustrialisation de la France. Réfléchissez à ça. La France se désindustrialise. Et donc, elle a moins besoin de matières premières. Et ça doit vous interroger, vous, miniers. Ce qui veut dire que si vous allez dans les mines, il faut tout de suite se dire, mon marché, il est mondial. Je ne m'intéresse pas aux mines pour le marché français parce que la France se désindustrialise. Et c'est une des raisons de la perte de position des entreprises françaises dans la bauxite et dans l'alumine en Afrique, c'est à cause du fait qu'on ne fait plus, on a arrêté l'aluminium, le Péchinet et compagnie, tout ce que vous connaissez. Bon, ça c'est la raison. Mais il y en a d'autres, on peut prendre d'autres exemples comme ça. Je ferme cette parenthèse. Pour dire donc que sur le local, sur la création de valeur sur place, évidemment tout le monde est pour. C'est une des clés pour résoudre les défis africains dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais si on attend ça, ce qui est souhaitable, on ne va rien faire. N'attendez pas ça. Si vous pouvez le faire en plus, là on n'est pas en agricole ici, mais par exemple, un vrai projet agricole, agro-industriel, on travaille un peu dessus aussi, il doit traiter la filière dans son ensemble. Il faut avoir une approche filière, et non pas une approche, je vais prendre 1000 hectares de champs et je vais produire tel produit agricole et après je vais le sortir. Non. Si on arrive à faire de la filière, c'est accord avec 500 paysans, première transformation, logistique pour l'apporter au port, deuxième transformation, et pourquoi pas, et réseau commercial, là ça commence à être une filière. Donc ça veut dire qu'il faut aller en bande, en poule, en association. Pour les matières premières, évidemment on peut faire des choses. Est-ce qu'on transporte le minerai ou est-ce qu'on commence à le nettoyer ou l'apurer sur place? C'est des questions après économiques. Et c'est aussi évidemment des questions logistiques. Il vous faut un partenaire logistique. Dans les mines, si vous n'avez pas de partenaire logistique, j'en ai pas parlé, mais c'est évident. Moi qui étais patron de Bolloré pendant longtemps, je sais les enjeux de tout ça. Donc, ça peut être un plus, mais je pense que c'est un plus que nous, parce qu'on est crédibles, nous, occidentaux, si on propose ça, c'est plus que les autres. Voilà. Une autre question avec Une François. question, peut-être une précision, si vous me permettez. D'abord, j'appuie tout à fait le point de vue qu'il faut qu'il y ait un droit minier, qu'il y ait des règles qui soient claires. Et je dois dire que ça remonte à 50 ans, voire plus, à 100 ans. Certains de mes anciens du corps des mines
ont écrit le droit minier d'un certain nombre de pays. Et c'est à l'époque où la Ouais. France prenait des positions ici ou là. Moi, j'ai en tête les Philippines, mais il n'y a pas que les Philippines. Le deuxième point qui est au sujet de la chaîne de la valeur, vous avez tout à fait dit, il faut mettre un produit sur un lieu de marché. C'est-à-dire qu'il faut que le produit soit apporté à un port et sous une forme qui fait l'objet d'un marché mondial. Donc c'est le niveau de pureté, le niveau de... Et c'est ça qui est important. Après, au-delà, c'est plus compliqué. C'était juste les deux précisions que je voulais faire. Voilà. Je suis d'accord. Merci beaucoup. Alors, je vous propose d'avancer maintenant sur les présentations que nous avons prévues. Peut-être avant de laisser la parole à Jean-Jacques Young, qui est notre expert minier aujourd'hui et qui interviendra donc sur notamment la direction d'entreprise en relation avec les principes RSE. Ce que je voudrais, mais très rapidement, alors j'avais prévu de faire un topo sur les faits en fait majeurs aujourd'hui dans le secteur et de faire de vous donner quels sont, un état des lieux en quelque sorte du secteur minier aujourd'hui en Afrique. Donc, ce que je vais faire, Edem, are you with me? Are you there? Edem? Ok, so Edem is not here. C'est pas grave, donc du coup, je vais... puisque le Canada, donc, Edem est au Canada, donc il est pardonné s'il n'entend pas. C'est avec lui que nous préparons ces topos sur le secteur minier. Alors, première chose, vous voyez ça, ça montre finalement ce que représente l'Afrique à la fois en volume et en valeur. C'est les chiffres de l'agence américaine. Alors ça date un peu, mais ça n'a pas tellement évolué parce qu'on n'a pas tellement trouvé, on n'a pas tellement exploité plus qu'en 2022 pour l'instant en Afrique. Donc les pourcentages, on peut les considérer, donc 19% en valeur et seulement 8% en volume, ce qui montre en fait que le sous-sol minier africain a très peu été exploité en regard en fait de son potentiel. Donc là, première idée, premier message. Deuxième chose, Edem, you're still not here, because c'était lui qui avait fait ça, et j'aurais bien aimé qu'il... If he answers no, it's a problem. qu'il commande. Donc, qu'est-ce que ça montre en fait, ça ça montre en fait finalement les richesses de l'Afrique sur un certain nombre de métaux critiques. Alors, si on regarde l'or, vous voyez, l'or, déjà, il y en a partout, à peu près dans tous les pays. Bon, Ghana, Mali, etc., Afrique du Sud. La bauxite, tu en parlais, Étienne. On a évidemment la Guinée et le Sierra Leone. Le fer, alors, la Mauritanie, le Libéria, mais bien sûr, il faut rajouter la Guinée aujourd'hui avec Simandou. Les diamants, ça a fait la fortune du Botswana, vous le savez. Évidemment, l'Afrique, le Congo et l'Angola. Le phosphate, on a le Maroc, le Togo, le Sénégal. Il y a aussi la Tunisie. Hein. Moi, je suis de Tunisie, donc j'aimerais bien qu'on en parle aussi. Et puis, voilà, le manganèse, le Gabon et l'Afrique du Sud, le cobalt, avec essentiellement la DRC. Donc, l'Afrique, ça confirme évidemment ce que vous disiez tout à l'heure. Troisième message, troisième constat. Alors, on l'a dit, donc la demande effectivement explose. Elle explose pour les minerais critiques. Il faudrait, oui, le cuivre y est, parce que bien sûr on n'électrifie pas sans du cuivre. Et le cuivre, c'est une pénurie mondiale de cuivre. Le cuivre, c'est une des matières, des minéraux qui explose en fait, hein, le cuivre. Et on voit les secteurs finalement qui drivent cette croissance. Étienne les a mentionnés. Les voitures électriques. Alors, les voitures électriques, ce n'est pas seulement pour les batteries, mais c'est aussi pour l'allègement, en fait, de la voiture.
Donc, du coup, la bauxite et l'aluminium, il y a un potentiel énorme. Comme dans l'aviation avant. Exactement. Oui, tout à fait. Et puis, bien sûr, donc, les énergies renouvelables, les batteries et le quatrième secteur que je mentionne ici, c'est la défense. Et on sait qu'il y a des milliards d'euros qui vont s'investir dans le secteur de la défense. Ça va évidemment driver une demande encore plus importante de métaux. Alors, la perspective à 2050, c'est l'agence européenne et les chiffres sont en milliers de tonnes. Donc, vous voyez, on parle de croissance, ça se traduit, et là, c'est de la consommation, hein. Le lithium x40, le nickel x8, le cobalt x6, le graphite x25, et je pense que Jean-Jacques, tu nous en diras un mot sur ce minerai que tu connais, et le cuivre. C'est la moitié en volume. C'est la moitié en volume. Ça va également exploser. Autre constat aussi, et là je passe donc sur ceux qui font le business, sur ceux qui opèrent. Donc on va parler des gros et après le reste de la journée et on pourra parler, je dirais, des mines petites et moyennes, hein, et vous allez voir sous quel angle. Évidemment, donc tous les gros sont en Afrique, évidemment. Voilà les pays qui sont les plus représentés. Le Canada, le Royaume-Uni, les USA, l'Afrique du Sud et aussi la Chine. Il ne faut pas oublier qu'il y a de gros opérateurs chinois qui sont présents en Chine. Alors, bon, là, Edem, are you still absent? Or are you there? Or are you back? Bon, il est toujours pas là. Donc, décidément, donc je ferai sans lui parce que ça, c'était en fait, ça illustre un des sujets de l'Afrique, c'est comment dire, le commerce illégal en fait, hein, et l'exploitation illégale. Et donc ça, c'était la situation du Ghana en 2024, hein, ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire à peu près de 30 à 50% de la production de l'or au Ghana n'était pas déclarée hors de circuit. Ce que le président Mahama a décidé quand il est arrivé au pouvoir récemment, c'est stopper ça. Il s'est attaqué à ce problème. Donc, il a pris un certain nombre de mesures radicales. Les étrangers, clairement, n'ont plus le droit d'opérer dans le secteur minier. Donc, c'est très. Et plus le droit de faire du commerce d'or. Ils ont le droit d'investir, mais pas le droit de faire du commerce. Vous voyez, donc, c'est une des mesures radicales qu'il a prises. Bon, là, je terminerai parce que je veux qu'on aille assez vite maintenant vers le vif du sujet. Ça, c'est, je dirais, peut-être ma compréhension aujourd'hui de ce que sont les enjeux ou les barrières du développement du secteur minier africain. La perception du risque, donc ça, on en a parlé, j'y reviens pas. Il y a des problématiques d'infrastructure et quand ça marche, c'est parce que, et on parlera de Simandou demain en détail, il y a une infrastructure qui est mise en place avec une voie ferrée qui apporte le minerai jusqu'au port en eau profonde. Et sans ça, ça ne peut pas effectivement fonctionner. Ça rejoint ce que disait Étienne sur l'aspect logistique. Le troisième élément, il y a évidemment aujourd'hui de très fortes pressions. ESG et les Africains commencent à s'y mettre, en tout cas, ou expriment en tout cas une certaine volonté de le faire. Il faudra voir si ça, je dirais, c'est effectif. Tous vont dire aujourd'hui qu'il y a quand même un sujet, et y compris les multinationales qui n'ont pas fait leur job, qui sont très critiquées en Afrique, sur ce qu'elles ont pu faire, même si elles avaient des bonnes intentions parfois, sur la gestion des communautés. Comment travailler avec les communautés, comment leur assurer un avenir, comment partager le gâteau avec les communautés. Ces sujets-là ont été, je dirais, traités un peu à la petite semaine par les multinationales. En tout cas, c'est ce que nous disent les Africains et quand on leur pose la question. Donc ça, c'est vraiment un enjeu aussi pour l'avenir. Évidemment, il y a l'enjeu de l'argent qui ne rentre pas dans les caisses pour les États africains.
Et ça, c'est une vraie question. Ça explique peut-être que parfois, ils se durcissent un peu, ou ils ont des comportements un petit peu difficiles avec les multinationales, et on l'a vu dans plusieurs pays. Et puis, évidemment, peut-être le troisième, ça rejoint aussi le dernier point, je crois, de la présentation d'Étienne, quand il parlait de financement. Il y a besoin clairement en Afrique aujourd'hui, pour un certain nombre de projets, d'investissements ciblés, qui soient convaincants et attractifs pour les investisseurs. Voilà un petit peu ce que je voulais partager. J'espère avoir ouvert un peu les choses pour que, justement, derrière, eh bien, on puisse commencer à répondre à ces enjeux. Je vous propose tout de suite, à moins qu'il y ait un commentaire à chaud, et s'il n'y en a pas, je propose tout de suite de passer la parole à notre intervenant Jean-Jacques Young, qui est un ancien dirigeant du secteur minier, qui a dirigé des entreprises minières et qui nous fait aujourd'hui une intervention sur le sujet de la gestion des entreprises dans un cadre contraignant, dans le nouveau cadre contraignant que nous connaissons aujourd'hui, avec la pression forte RSE en particulier. Jean-Jacques, à toi la parole. Je pense que Merci Jean-Pierre et bonjour à tout le monde à Paris et ailleurs dans le monde. Très brièvement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc Jean-Jacques Young. J'ai eu une carrière d'un petit peu plus de 40 ans qui s'est passée dans deux secteurs essentiellement, qui sont le secteur pétrolier et le secteur minier. La caractéristique, je dirais, de mon parcours, c'est que la moitié de ma vie, c'est-à-dire à peu près 35 ans, se sont passés dans des pays qu'on qualifierait d'émergents ou en voie d'émergence. Et où, évidemment, l'Afrique a une part essentielle puisque j'ai travaillé presque une trentaine d'années dans des pays africains, si j'inclus l'ouest de l'océan Indien avec Madagascar. J'ai aussi travaillé quelques années en Asie du Sud-Est, donc j'ai quelques parallèles que je peux éventuellement faire. Alors, merci Jean-Pierre de m'avoir confié cette tâche. Si tu veux bien afficher la présentation. Oui. Donc, on va parler de RSE, mais je ne vais pas, je dirais, refaire l'histoire de la RSE, puisque, comme Jean-Pierre l'a très bien indiqué, on parle de RSE depuis 1953. Le concept de RSE, il l'a fort bien rappelé, est né en 1953. Et par contre, ce que je veux rajouter tout de suite, c'est que la prise en compte des enjeux RSE ne s'est pas faite de façon linéaire entre 1953 et 2026. En réalité, il y a eu un long cheminement par lequel ces enjeux ont commencé à apparaître, mais de façon très modeste. Pour faire part de mon expérience personnelle, j'ai commencé à travailler au début des années 80. Et à ce moment-là, la RSE était une ligne dans un rapport d'activité de 20 pages. Aujourd'hui, ça fait 3 ou 4 pages. C'est-à-dire que la prise en compte s'est faite plus récemment, je dirais, ça fait une vingtaine d'années que maintenant, on ne peut plus faire de mine sans tenir compte des enjeux RSE de façon plus générale. Ce que je souhaiterais dire également en préambule, c'est que les points que je développe ici sont bien sûr vrais pour l'industrie minière. Tu peux passer à la suivante. Sont vrais pour l'industrie minière, mais ils s'appliqueraient exactement aussi aux autres industries extractives et notamment pétrolières. Ayant travaillé dans les deux secteurs, je peux vous confirmer que les méthodes, les préoccupations et les priorités sont très très similaires entre les secteurs miniers et le secteur pétrolier. Petite précision aussi, sans vouloir faire de discrimination, mon cadre sur lequel j'ai travaillé, que je connais le mieux, c'est l'Afrique subsaharienne et à l'ouest de l'océan Indien. Et donc, les exemples que je vais être amené à vous fournir se rapportent à cette région géographique. Voilà. Alors,
les enjeux RSE, en réalité, font partie d'un ensemble qui fait que la façon de faire de la mine aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est vrai depuis 10, 15, 20 ans, n'est plus du tout la même que la façon dont on faisait de la mine, on va dire, au siècle dernier. Et cette façon de faire est modelée par trois facteurs qui sont à l'origine de cette transformation profonde. Les trois facteurs, je dirais, dans l'ordre, peu importe, mais dans l'ordre d'apparition, c'est premièrement le fait qu'aujourd'hui, les élites africaines, donc, qui sont dans les pays hôtes où se développent les projets miniers, ont une formation qui très souvent d'ailleurs a été faite en Occident et qui donc ont une façon de regarder la gestion des ressources de leur pays complètement différente de celle qu'avaient leurs aînés. Très classiquement, on va dire, et pour schématiser un petit peu, pendant 30-40 ans, on s'est contenté d'extraire les minerais, de les mettre sur des bateaux et de les envoyer dans des usines ailleurs dans le monde pour en faire des métaux. Aujourd'hui, cette façon de faire n'est plus acceptée par les élites africaines, que ce soit d'ailleurs au niveau des États ou au niveau des entreprises locales qui ont participation dans ces projets. On parle souvent du pillage des ressources. C'est une façon caricaturale, évidemment, d'approcher la chose, mais c'est symptomatique d'une perception qui fait que pendant très longtemps, les opérateurs miniers, et ce sera la même chose pour les opérateurs pétroliers d'ailleurs, ont été considérés comme des gens qui ne faisaient que prendre et envoyer ailleurs, et que les États qui détiennent ces ressources n'en profitaient pas ni financièrement ni en termes de développement. Et ce n'est plus possible aujourd'hui. Il n'y a plus aujourd'hui de projet minier s'élabore et qui est simplement un projet d'extraction sans aucune considération de ce qu'on fait autour. Alors, le deuxième facteur qui est à l'origine d'une façon différente de faire de la mine, c'est que, bien entendu, et plusieurs d'entre vous l'ont déjà dit, en particulier le président Giros l'a bien expliqué, les développements économiques, et c'est vrai pour le secteur minier en particulier, ne peuvent plus être uniquement basés sur des critères financiers ou économiques, mais ils doivent tenir compte des critères ESG de façon plus large, donc des critères d'environnement, de sociétal, de social et également, très important, de gouvernance. Et le troisième facteur qui a remodelé, on va dire, le paysage minier depuis maintenant un certain nombre d'années, c'est que les bailleurs de fonds, les grands bailleurs de fonds multilatéraux, et ça a déjà été évoqué précédemment, aujourd'hui ont une part importante, non seulement parce qu'ils apportent des financements pour développer certains projets ou les infrastructures qui entourent les projets, mais également parce que ils sont derrière les États, ils poussent les États des pays en développement à prendre, on va dire, leur destin en main et à s'approprier, je dirais, une part du gâteau plus importante que ce qu'ils ont eu jusqu'à présent. C'est une façon, je dirais, très très importante d'aborder la chose que de dire que une entreprise minière aujourd'hui ne peut plus ignorer la pression que mettent les bailleurs de fonds et en parallèle d'ailleurs toutes les ONG et les OSC qui gravitent autour du monde économique pour imposer des critères et des prises en compte qui n'étaient pas vraiment à l'ordre du jour, on va dire, il y a encore une vingtaine d'années ou 25 ans. Donc voilà, cette prise en compte aujourd'hui implique que les entreprises doivent tenir compte de ce que j'appelle deux postulats de base pour un nouveau développement dès la phase de recherche, dès la phase d'exploration. Alors, ces deux postulats sont premièrement le fait que, tu peux passer à la slide suivante, merci, le fait que les États doivent tirer un profit plus important des ressources de leur sous-sol. Alors, je ne parle pas seulement de profit financier ou profit économique, mais également de profit d'environnement, d'écosystème.
il faut se rappeler aussi que ces ressources, finalement, repartons de la base, ces ressources appartiennent aux États. Les entreprises qui arrivent pour sortir ces ressources de terre ne font que mettre à disposition de ces États des moyens techniques, des moyens humains et des moyens financiers pour permettre à ces États de sortir ces ressources de terre et les mettre en production, en exploitation. Et donc, il faut toujours se rappeler que ce que nous, entreprises minières, faisons, c'est simplement leur permettre de valoriser une ressource qui leur appartient déjà. Ça, c'est le point, un point très important qu'il faut avoir à l'esprit dans toute exploitation. Donc, comme je le disais, l'exploitation de ces ressources doit procurer plus de richesses aux États qui sont propriétaires de ces ressources. D'une part, évidemment, que les revenus qui sont liés à l'exportation des pétroles dans la chaîne de valeur doivent être mieux partagés entre les sociétés minières et les États. Donc, ça veut dire en particulier que les États vont pousser pour avoir des redevances et des ristournes et d'autres taxes parafiscales plus importantes pour bénéficier, je dirais, d'une contribution plus importante à leur économie, mais également de permettre à leurs communautés, les communautés qui sont localisées autour des gisements, de bénéficier davantage de cette ressource. Ce qui était aussi très notable, c'est qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays, et notamment en Afrique de l'Ouest, mais également dans d'autres pays comme la Tanzanie, comme Madagascar et autres, on ne peut plus faire un projet minier qui soit 100% entre les mains d'une société étrangère. Ça veut dire que aujourd'hui, la plupart des pays hôtes imposent d'avoir une participation au capital dans les sociétés d'extraction et surtout dans les sociétés d'exploitation de ces ressources. Donc, c'est une façon, je dirais, déjà importante de faire en sorte que les pays et les populations de ce pays aient des bénéfices, des retombées plus importantes que ce qui a été le cas jusqu'à un passé récent. Alors, si tu veux bien passer à la suite. Merci. La formalisation de ces différents postulats se fait par la prise en compte de critères qui sont formalisés dans ce qu'on appelle des initiatives internationales. Alors, il y en a deux que je cite ici, l'IITI en anglais ou ITIE en français et l'IRMA, qui sont deux organismes qui, en quelque sorte, formalisent la prise en compte d'un certain nombre de facteurs ESG, notamment, donc RSE, dans l'exploitation minière. L'exemple de l'ITIE, l'initiative pour la transparence des industries extractives, est très important. C'est une initiative qui est née au début des années 2000. Donc, ça fait une grosse vingtaine d'années qu'elle existe, qui est volontaire. Donc, il n'y a aucune contrainte d'imposer. Mais aujourd'hui, je dirais qu'une compagnie de premier plan, et la plupart des pays l'imposent d'ailleurs, ne peuvent plus ignorer le fait qu'il faut répondre aux critères de cette initiative. Et cette initiative consiste à faire en sorte que les ressources minières ou pétrolières ou gazières doivent être promues et doivent respecter un certain nombre de critères, notamment dans le domaine RSE et dans le domaine ESG. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, il y a il y a de nombreux pays, il y a une cinquantaine de pays qui ont déjà adhéré volontairement à ces critères. Et donc, les entreprises qui travaillent dans ces pays et qui comprennent notamment de nombreux pays africains, le Gabon en fait partie, Madagascar en fait partie, la Guinée en fait partie, etc., font que ces pays aujourd'hui n'acceptent pas que les opérateurs ne respectent pas les critères qui sont mis en place dans cette initiative. Et surtout, les bailleurs de fonds qui financent souvent la participation des États imposent également que ces critères soient pris en compte pour l'attribution de financement. Donc, on va dire que c'est, je dirais, incontournable aujourd'hui de respecter ces critères parce que sinon, le projet, tout simplement, ne va pas se faire. Si vous voulez développer un projet d'exploitation aujourd'hui,
il faut dès le départ du projet, donc au niveau de la phase d'exploration, tenir compte des critères RSE, des critères ESG, parce que sinon on ne va pas vous financer. Voilà. Ces deux postulats étant pris en compte, ils ont un impact sur la loi minière. Je crois que c'est le président Giros tout à l'heure qui en a dit un mot. Les codes miniers ont été profondément revus dans de nombreux pays depuis 15-20 ans. De nombreux pays ont révisé leur loi minière, c'est-à-dire leur code minier. Et en Afrique, ben, ceux que je connais qui sont, parmi d'autres, la Guinée, le Gabon, le Ghana, la Tanzanie, la RDC, Madagascar, et en ce moment même, le Ghana s'y est mis également, font que ces codes miniers intègrent aujourd'hui dans leurs prescriptions, donc en tant que loi, l'obligation de respecter un certain nombre de données qui tiennent compte du bien-être de la population, le fait qu'il faut protéger l'environnement et également que les ressources qui sont exploitées par les sociétés minières profitent aux États sous forme de contributions plus importantes. Ces codes miniers, il faut bien voir, et on rejoint la partie bailleur de fonds, ces codes miniers très souvent ont été rédigés, ou du moins on a eu ils ont eu l'assistance d'experts miniers également, qui travaillent pour les bailleurs de fonds multilatéraux, la Banque mondiale, la SFI, l'Union européenne, qui sont aujourd'hui, encore une fois, à l'écoute et qui aident les États, en particulier les États africains, pardon, pas seulement, mais les États africains font très souvent appel à l'expertise de ces bailleurs de fonds ou des experts qui travaillent pour les bailleurs de fonds pour intégrer dans les codes miniers la prise en compte des facteurs RSE, donc les obligations en matière environnementale, les obligations en matière de traitement des communautés, des populations, du personnel qui travaille pour les projets miniers et des sous-traitants qui sont inscrits dans la loi. C'est-à-dire que un opérateur aujourd'hui ne peut pas développer un projet qui fasse abstraction de son impact sur les communautés qui sont situées autour de son gisement. Et donc, ces points communs qui sont le premier, l'obligation de céder à l'État hôte une participation au capital des sociétés d'exploitation, d'où leur présence dans les organes de direction de ces sociétés. C'est devenu maintenant obligatoire dans un certain nombre de pays, en particulier ceux que je citais préalablement. Ces États aujourd'hui perçoivent des taxes, des redevances, des ristournes, suivant le cas, qui sont devenues beaucoup plus importantes qu'elles ne l'étaient pour exporter les ressources. En donnant un exemple, à Madagascar, par exemple, la nouvelle loi qui a été promulguée en 2023 a passé le taux de redevance de 2% à 5% de la valeur FOB des produits exportés. Donc, c'est multiplié par plus que 2. Les codes miniers intègrent aussi aujourd'hui des fonds souvent qui sont destinés à apporter des avantages aux populations impactées, construction de centres de santé de base, construction d'écoles, interdiction évidemment de l'exploitation des enfants, tous les critères qui sous-tendent des notions de RSE. Les obligations sont également autour des communautés locales qui doivent être prises en compte pour participer au projet. Quand vous construisez une mine aujourd'hui au centre d'un pays, par exemple à Moanda au Gabon, vous ne pouvez pas ne pas tenir compte de la possibilité qui doit être offerte à des locaux de la région, d'avoir des emplois, d'utiliser les prestations de fournisseurs locaux, etc. Et donc, cette obligation, je dirais, qui est inscrite dans les lois, fait que les entreprises minières doivent solliciter les communautés, les faire participer à leurs projets. Enfin, évidemment, la partie gouvernance qui impose un respect de normes de transparence et d'éthique, c'est évidemment un des points clés, par exemple, de l'initiative pour l'extraction des minerais dans l'Itier, où les différents versements doivent être déclarés. On fait des rapprochements entre ce qui est perçu par les communautés, par les États, et ce qui est versé par les sociétés minières pour éviter que
on va dire, il y ait des fuites le long du canal. Et avant même de commencer une exploitation minière, aujourd'hui, il est, je dirais, indispensable, obligatoire d'effectuer des études qui définissent les impacts que ce projet pourra avoir sur les communautés locales en matière d'environnement, en matière aussi d'impact sur la vie des personnes. Lorsqu'il faut déplacer des personnes qui avaient une exploitation agricole, il faut s'occuper de savoir leur redonner des opportunités ailleurs, de construire des écoles pour les populations impactées, etc. Voilà, donc je terminerai là mon exposé. J'espère que je n'ai pas été trop long, Jean-Pierre, pour Pas du dire tout. simplement qu'aujourd'hui, on n'est pas à l'avènement, mais on est en plein dans un New Deal qui fait que les préoccupations de type RSE, de type ESG sont au moins aussi importantes à prendre en compte dans l'exploitation, dans la construction de nouvelles mines que les critères financiers et économiques qui prévalaient jusqu'à présent. Je vous remercie. Merci Jean-Jacques. J'ai une question par rapport à ce que tu disais sur les codes miniers. Donc c'est un des points.